Voici le moment attendu de l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Sur la plateforme du Grand Débat, à la question « Quel impôt faut-il baisser en premier ?» C'est la TVA qui arrive en tête. Le gouvernement pourrait-il baisser la TVA ? Bon, là encore, j'entends le souci de baisser les impôts, la TVA ou un autre, mais de baisser les impôts. Deux remarques. D'abord, la TVA, c'est un impôt qui oblige à une réglementation européenne. Et il faut donc qu'on le fasse en bonne intelligence et en bon accord avec nos partenaires européens. C'est pas un non, mais c'est une contrainte qu'il faut avoir en tête. Deuxième remarque, baisser la TVA, ça peut s'entendre, mais il faut que ça profite à ceux qui le demandent et pas aux intermédiaires. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on baisse la TVA sur un certain nombre de produits et que la baisse de la TVA, elle est intégrée dans les marges des entreprises ou des distributeurs, parce que je vois un certain nombre de distributeurs de la grande distribution dire pourquoi est-ce qu'on ne baisserait pas la TVA sur tel ou tel produit, si c'est pour que ce soit les intermédiaires, les commerçants, enfin pas les commerçants, mais la grande distribution qui prend cet avantage, alors non, pas d'accord. Vous faites allusion à Michel-Édouard Leclerc qui ce matin suggère de lever la TVA sur le bio. Bonne idée ? Mais développer le bio, très bonne idée. Mais si baisser la TVA sur le bio, ça se traduit par une marge accrue pour la grande distribution, que ça ne va pas dans la poche du producteur et que ça ne va pas dans l'avantage du consommateur, pas d'accord. Xavier Bertrand propose, lui, de supprimer la TVA sur 100 à 200 produits alimentaires de première nécessité. Vous pourriez retenir cette proposition ? Là aussi, on a des taux qui sont déjà différenciés pour les produits de nécessité. Et pour certains, on a des taux qui sont très bas. Et la supprimer totalement sur les biens de première nécessité ? La supprimer, la supprimer, ça veut dire comment est-ce qu'on compense ce coût pour les finances publiques et est-ce que cet avantage, il va bien aux consommateurs ? D'ailleurs, Xavier Bertrand, que j'ai écouté avec attention, le dit lui-même. Il dit on pourrait supprimer la TVA pour les produits de première nécessité, mais il faudrait s'assurer auprès des producteurs, des distributeurs, bref, de l'ensemble de la chaîne de valeur économique que l'avantage n'est pas pour eux, mais pour le consommateur final. Je lui souhaite bien du plaisir pour garantir ça. Bien du plaisir. Vous nous dites que vous voulez baisser les impôts, mais alors comment se fait-il que vos ministres multiplient les propositions pour les augmenter ? Je vous fais une petite liste. Gérald Darmanin proposait de supprimer des niches fiscales. Bruno Le Maire suggérait de taxer les fortes plus-values immobilières. Marlène Schiappa a même envisagé de rétablir l'ISF. Vous avez décidé de taxer les plus riches ? Non, encore une fois, je le redis, je pense que globalement, nous devons baisser les prélèvements obligatoires. Donc alors, ce que disent vos ministres disent l'inverse. Non. Ils suggèrent qu'il faut taxer les plus riches. Et comme vous êtes très intelligente, vous savez que ça n'est pas exactement la même chose. Parce que ce que disent un certain nombre de ministres, c'est qu'ils pensent qu'on peut baisser globalement les prélèvements obligatoires, baisser certains impôts et en augmenter d'autres. Et au global, les baisser. Sauf que aujourd'hui, compte tenu du niveau de prélèvement obligatoire, compte tenu de la sensibilité dans notre pays, dire ça, c'est déjà s'exposer à la critique que vous venez de formuler sur le thème. Ça veut dire qu'ils veulent augmenter les impôts. Moi, je crois que les impôts doivent baisser. Je pense qu'ils sont à un niveau suffisamment élevé, beaucoup trop élevé même à certains égards, et donc qu'il faut les baisser. Et surtout, je ne voudrais pas qu'on croie que le seul instrument, le seul sujet de transformation de notre État, de notre pays, c'est la fiscalité. Mais vous entendez les Français, ils demandent plus de justice fiscale. Oui. Est-ce que vous trouvez injuste de rétablir l'ISF, par exemple ? J'entends l'appel, l'aspiration à la justice fiscale, je le partage d'ailleurs. Je dis, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, parce que je le crois profondément, que l'ISF a été transformé en impôt sur la fortune immobilière par cette majorité, après que le président de la République et la majorité se soient engagés à le faire, parce que l'ISF, tel qu'il existait, présentait plus d'inconvénients qu'il n'offrait d'avantages. Donc il est exclu de le rétablir, clairement. Mais c'est pas ce que je viens de vous dire. Je vous dis qu'il présentait plus d'inconvénients que d'avantages et c'est pour ça qu'on l'a transformé en IFI. Et je pense que nous avons bien fait de le faire. Je pense que si on veut faire payer les riches, la bonne solution, c'est pas de les faire partir, mais c'est du bon sens. Quand on a créé l'impôt, il a existé l'impôt sur la fortune immobilière. Il a existé, il a conduit des gens qui payaient beaucoup d'impôts, qui avaient beaucoup de patrimoine, à partir de France. Donc moi, si on me dit la justice fiscale, c'est de faire en sorte que les riches payent des impôts en France, mais faisons-les venir en France plutôt que de les faire partir. Ça me semble du bon sens. Une plus forte imposition des plus riches, c'est aussi ce que demande celui qui est à la tête du premier syndicat de France, Laurent Berger.
il est parfois de bon conseil. Dès novembre, il vous avait proposé de sortir de la crise des Gilets jaunes par le dialogue en organisant une grande conférence nationale. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir refusé la main qu'il vous tendait? Mais en vérité, je n'ai pas refusé la main qu'il tendait. J'ai dit, au moment où les Gilets jaunes, comme on appelle ce mouvement, s'est engagé, que ce qu'attendaient les Gilets jaunes et les Français, ça n'était pas une grande conférence qui serait arrivée comme ça et qui, en réunissant les organisations syndicales, les organisations patronales, aurait réglé tous les problèmes. Ça n'est pas ce que les Français souhaitaient à ce moment-là. Ça n'empêche que j'ai des discussions avec Laurent Berger, ça n'empêche que nous avons des négociations en cours avec les organisations syndicales. Et après le grand débat, qui n'a pas été le débat des organisations syndicales avec le gouvernement, mais bien la capacité pour chaque Français de s'exprimer directement. Il faudra qu'on entre dans une phase de travail avec nos partenaires, avec les organisations syndicales, patronales, avec les associations, avec les forces politiques, bien entendu. Mais je pense qu'il est beaucoup plus utile que cette phase de travail interviennent après que les Français ont exprimé directement ce qu'ils veulent, plutôt que en disant les organisations syndicales, les associations qui représentent les Français, alors qu'elles ont les mêmes difficultés en termes de représentativité, puissent s'arroger l'exclusivité de la représentation des Français. Parce qu'à l'époque, on a pu penser en novembre, quand Laurent Berger vous faisait cette proposition, vous aviez réussi, vous, à réformer le Code du travail et la SNCF au pas de charge. Vous aviez peut-être l'impression que le débat était une perte de temps. Non, je n'ai jamais pensé ça. Je pense qu'il faut réussir à tenir un équilibre entre l'écoute, la consultation, la négociation et la prise de décision et la mise en œuvre. J'ai vu trop de moments où on se faisait plaisir en disant on va, et puis on n'avançait pas. Donc il faut essayer de garder les deux. On l'a fait sur les ordonnances travail, on l'a fait sur d'autres dossiers, je continuerai à le faire, parce que je crois que notre pays, il demande fondamentalement des décisions et des transformations. Et justement, vu l'ampleur qu'a pris le débat... laisser partir les choses au fil de l'eau. Vu l'ampleur qu'a pris le débat, le pays s'attend à de grands changements. Une déception des Français est-elle inévitable? N'est-elle pas inévitable et redoutable? Elle est évitable. L'objectif, ça n'est pas du tout d'être dans le déceptif. Il y a beaucoup d'attentes qui sont formulées. Ça veut dire que c'est difficile de répondre immédiatement à toutes ces attentes. Avez-vous les moyens financiers de répondre à toutes ces attentes, à toutes ces revendications? Vous devriez poser la question de la façon suivante. Avons-nous les moyens? C'est vous qui prenez les décisions. Moi. Mais non, c'est pas le gouvernement. C'est vous qui prenez les décisions. Oui. Et je ne prétends pas les prendre tout seul. Mais la France a-t-elle les moyens de financer ce dont elle a envie? Bon, ça c'est des bonnes questions. Et alors, la réponse? Eh bien pas tout. Parce qu'elle est déjà un pays très endetté, parce qu'elle est déjà un pays dans lequel... et que donc ça exige des choix. Et j'insiste là-dessus. C'est très facile de formuler des attentes sur le thème il faut baisser les dépenses publiques, il faut accélérer la transition écologique, il faut... C'est vrai, je le crois profondément. Ce qui est difficile, c'est de dire à quoi on renonce pour faire ça. Gouverner, c'est choisir. Et choisir, c'est privilégier certains choix et renoncer certains autres, quand c'est difficile. Et c'est ça qui est intéressant dans le débat avec les associations, avec les organisations syndicales et patronales. C'est comment est-ce qu'avec elles, on va pouvoir décider ce qu'il faut faire en priorité et donc ce à quoi, le cas échéant, il faut renoncer. Vous voyez, je ne suis pas dans la facilité. J'essaie d'expliquer à nos concitoyens qui le savent parfaitement parce qu'ils le vivent tous les jours, qu'il faut faire des choix et que ces choix sont difficiles. L'une de nos auditrices vous interrogera tout à l'heure sur les actions des jeunes pour le climat. L'an dernier, Nicolas Hulot a été votre ministre. Cette année, sa fondation attaque l'État devant la justice. Vous sentez-vous trahi ? Non, je ne me sens absolument pas trahi. Et je comprends la patience, que ce soit formulée par Nicolas Hulot ou par les jeunes qui vont défiler. Elle est très légitime, cette impatience. Je vais vous dire, à certains égards, je la partage beaucoup. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on fait avancer les choses ? Est-ce qu'on le fait avancer en attaquant l'État qui... c'est vrai, un certain nombre de gouvernements auparavant ont fixé parfois des objectifs très ambitieux. Est-ce qu'ils se sont donné les moyens d'atteindre ces objectifs très ambitieux ? Je peux vous dire que loin s'en faut. Moi, j'essaie pas d'être dans le spectaculaire et dans les annonces formidables. J'essaie de faire de la transformation et de la transition écologique réelle. Et j'observe que nous avons pris un certain nombre de décisions qui s'inscrivent parfaitement dans ce sens. Avec Nicolas Hulot, d'ailleurs. Et il peut parfaitement les assumer. Quand nous avons dit que nous allions interdire la production d'énergie à base de charbon en France, ben voilà, nous le faisons. Nous sommes en train de le faire. Lorsque nous nous engageons sur la réduction des émissions de CO2, nous le faisons. Donc, encore une fois, il n'y a pas le choix. La transition écologique,
il n'y a pas le choix. Notre planète n'a pas le choix. Donc on doit y aller. Après, on peut discuter sur est-ce qu'il faut y aller très vite ou est-ce qu'il faut y aller un peu moins vite, parce que si on y va très très vite, on va renoncer à un certain nombre de choses et ça ne va pas être acceptable. Mais il n'y a pas le choix. Bien sûr qu'on doit y aller. Bien sûr qu'on doit y aller. Et je vous laisse en reparler avec notre auditrice. Merci Édouard Philippe. Merci beaucoup.